Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. La Cour pénale internationale a son siège à La Haye, aux Pays-Bas. Alors, n'est-ce pas là une grande responsabilité quand même pour les Pays-Bas d'être le siège même où doivent se juger les crimes les plus odieux commis contre l'humanité? Je dirais que c'est plutôt un grand honneur. Ça nous montre que les pays qui ont décidé de former cette cour, ils ont confiance que les Pays-Bas réunissent les conditions pour un bon fonctionnement de cette cour. Et donc, pour nous, c'est un grand plaisir et un grand honneur, bien que il y a des gens qui sont traités en justice chez nous qu'on n'aimerait pas rencontrer dans la rue. Donc ça, c'est clair. Mais vous savez peut-être que la Cour internationale de justice est à La Haye aussi depuis longtemps. Aussi la Cour qui a été faite pour l'ex-Yougoslavie est aussi à La Haye. Donc il y a beaucoup d'institutions de justice internationale qui ont leur siège à La Haye. Donc il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup d'expertise. Et je crois que les pays qui ont fondé cette CPI, ils ont vu que ces autres institutions légales qui ont leur siège à La Haye ont bien fonctionné pendant, avec la Cour internationale de justice, presque un siècle. Mais comment s'assurer que les Pays-Bas n'influencent pas les décisions qui sont prises au niveau de la CPI? Parce que beaucoup de personnes estiment que tant qu'il y aura ce siège là-bas aux Pays-Bas, il y aura toujours l'influence des Pays-Bas, soit dans une certaine mesure, dans un sens comme dans un autre, pour influencer les décisions. D'abord, je dirais que nous, on n'a aucun intérêt d'influencer ces décisions. Mais ce sont mes affirmations. Je pense que vous cherchez une preuve. Je crois que la preuve est donnée dans notre histoire. On a accueilli les autres institutions de justice internationale pendant des longues années. Il n'y a jamais eu un seul cas d'influence par les Pays-Bas. Nous croyons en justice. Nous sommes un des fondateurs de la CPI. Et pour influencer une décision, ça devrait se faire au niveau des décisions du procureur qui donne un mandat, ou peut-être une condamnation au niveau des juges. Je vous assure que ni le procureur ni les juges de cette cour se laissent influencer. Je crois que une fois que ça arriverait, mais ça serait cela pousse quand même à réfléchir sur le type de relations diplomatiques que les Pays-Bas ont avec certains pays africains. La République démocratique du Congo est pour certains considérée comme parmi les pays les mieux cotés au niveau de la CPI, mais ce n'est pas le cas pour tous les pays, non? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. La manière de laquelle la Cour fait sa justice, c'est à la demande de certains pays. Donc les pays peuvent demander la Cour de réfléchir sur la possibilité de donner un mandat d'arrêt. Et ça peut donc entraîner aussi que la personne, une fois prise, doit paraître devant la Cour à La Haye. Et le procureur, lui ou elle, a la liberté de donner des mandats dans les cas où il est évident qu'il y a une infraction de la justice dans le domaine où la Cour est compétente et que les conditions sur le terrain ne vont pas aboutir dans un arrêt. Donc dans ce cas, il peut donner un arrêt et ça a été fait dans le passé.
Et quelle est la lecture que vous faites de la collaboration entre la Cour pénale internationale et la République démocratique du Congo? Bon, je crois que les relations entre la Cour et la RDC, je ne peux pas passer un jugement là-dessus. Je ne suis pas un fonctionnaire de la Cour, ni un juge, ni un procureur. Mais dans tous mes contacts que j'ai eus avec le gouvernement et la Cour, l'impression que j'ai gagnée de tous ces échanges, c'est que la collaboration entre la RDC et la Cour pénale internationale est excellente. Donc il n'y a pas de problème. Ça, vous le dites sans peur d'être contredit par quelqu'un d'autre? Bon, écoute, dans notre métier, on rencontre chaque journée des personnes qui ont une autre opinion. Et je crois qu'une session comme celle qu'on est en train de faire maintenant, je présente une opinion qui est mon opinion, qui reflète aussi ce que j'ai entendu dire par les gens qui sont responsables. S'il y a quelqu'un qui a une autre opinion, bon, je vous propose que vous le donnez aussi la possibilité de donner son opinion, et je crois qu'on devrait faire ce discours en toute transparence. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que les actions de la Cour pénale internationale concourent réellement à l'élimination ou bien peut-être à la réduction des crimes commis contre l'humanité, si on tient compte aujourd'hui des réticences de certains pays qui refusent, qui hésitent pour ratifier, et d'autres qui ont ratifié, qui cherchent à retirer leur signature? Bon, dès le début, lorsqu'on a eu cette idée en tête de former une cour pénale internationale, il y avait des pays, même des grands pays, qui avaient des sévères réticences, qui n'en voulaient pas. Mais dans la justice internationale, on a besoin d'un nombre de signataires, et on peut démarrer lorsqu'on a atteint un certain numéro de signataires. Il y a beaucoup d'autres conventions internationales qui n'ont pas été signées par tout le monde. Donc c'est toujours comme ça qu'il y a certains pays qui n'ont pas atterri dès le début. Ça peut venir plus tard, ça peut venir après, et je crois que quelques des pays qui avaient de sévères doutes au début de la formation de cette cour, bien qu'ils n'ont pas encore signé, ils œuvrent en étroite collaboration avec cette cour, et ils s'expriment aussi dans ce sens que j'ai remarqué des choses qui ont été dites par des pays non signataires, qu'une personne devrait être amenée à l'aide. Donc apparemment il y a une confiance qui est croissante auprès des pays. Mais ce n'est peut-être pas l'avis de l'Union africaine qui oui, c'est pense ça. le contraire. Oui, c'est ça. Donc, à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait beaucoup d'infractions contre le droit international, surtout parlons de génocide, parlons de beaucoup de crimes très sévères qui n'étaient pas punis. Et au moment qu'on a lancé cette campagne pour établir cette cour, c'était la solution qui s'est présentée. Si maintenant les pays africains pensent qu'ils peuvent ça faire en Afrique mieux ou à part, bon, écoute, ce sont des pays souverains qui ont le droit de réfléchir là-dessus. Moi, j'espère qu'on reste ensemble, et qu'on se parle ouvertement, et que toutes les actions qui sont menées par la Cour et par les États membres se font en toute transparence et en libre échange de points de vue. Donc ce qu'il faut en tout cas faire, sur tous les niveaux, pas seulement sur le niveau international, mais aussi
dans disons, les infractions de la circulation routière. Il ne faut pas politiser le débat. Il ne faut pas politiser le débat. La justice, ce n'est pas la politique. Et la politique, ce n'est pas la justice. Ok. Monsieur l'ambassadeur, l'actualité aussi, c'est le World Press Photo. C'est une séance, ce sont des séances d'exposition des photos prises par des journalistes. L'ambassade des Pays-Bas, disons le gouvernement, votre royaume, est en train de s'y employer pour davantage faire des actions dans ce sens-là. Aujourd'hui, vous comptez organiser encore des séances de photojournalisme, d'exposition des photos des journalistes du 2 au 22 octobre. Pour quelles raisons? Bon, la raison est très simple. La World Press Photo, c'est un événement annuel qui a été commencé il y a des décennies. Et au moment qu'on a créé ça, et c'était des journalistes qui ont fait ça, ça a été fait aux Pays-Bas. Et dans le fil des années, c'est devenu vraiment un très grand événement, une énorme exposition avec des contributions des photojournalistes de partout. Et ils font une grande exhibition. Il y a une jury professionnelle qui fait une sélection des meilleures photographies. Ils sont publiés, ça fait beaucoup de pub pour le photojournaliste. Et ça permet aussi à ces photojournalistes qui ont été élus une certaine reconnaissance professionnelle qui avancent leur carrière. Et on peut même dire, avec certains photojournalistes du passé, ça avance aussi leur fortune. Donc je crois que dans chaque profession, on veut avoir un événement où on peut indiquer les meilleurs de la profession. Et c'est aussi le cas avec le photojournalisme. Notre gouvernement, à travers des fonds culturels dans le passé, a soutenu cette institution. Et nous avons créé la possibilité que la World Press Photo, la sélection des photos qu'ils ont faites, reproduite en nombre et à distribuer à travers les ambassades des Pays-Bas pour montrer à travers le monde. Donc, dans chaque pays où j'ai travaillé, où il n'y avait pas encore cette exhibition, j'ai fait en sorte que ça commence. Donc, je viens de lancer ça en Luanda, je l'ai fait au Koweït, je l'ai fait dans d'autres pays aussi. Monsieur l'ambassadeur, parmi les grands thèmes exploités justement pour le World Press Photo, il y a la liberté de la presse. Alors aujourd'hui, on se pose quand même beaucoup de questions sur l'avenir justement du métier de journalisme, surtout dans les pays en voie de développement. Alors, quelle est votre lecture? Bon, je crois que le photojournalisme est un véhicule très important pour passer un message. Si vous regardez les photographies qui ont été élues dans le passé, ce n'étaient pas des photographies de belles fleurs. C'était des photographies disons, de guerre et de situations difficiles où un journaliste a vraiment fait une tentative de passer l'essentiel de ce qui arrive dans un pays, dans une photographie, sans parole, donc sans mots. Donc on n'est pas handicapé par la choix de langue, donc c'est quelque chose d'universel. Et bon, une des raisons qu'on veut faire cette exhibition ici, c'est pas seulement pour montrer ce qui a été fait ailleurs, mais aussi pour motiver vos photojournalistes de réfléchir vraiment sérieusement sur la possibilité de participer. Maintenant, on voit, surtout il y a 20 ans, on voyait que les grandes photographies élues sur les événements au Moyen-Orient, en Amérique latine, c'était des Américains, des Européens. Il y a eu très peu de photographies sur le Congo qui ont été premiées et qui ont été faites par des photographes congolais. Il n'y a pas que le Congo, il y a aussi d'autres pays africains où oui, c'est ça. Passé, voilà, c'est où ça. Il y a des sérieux problèmes justement. Mais est-ce que vous pensez justement que ces expositions peuvent contribuer à la liberté de la presse? Je crois. N'oubliez pas que
une photographie, c'est très peu d'espace imprimé. On peut le distribuer à travers Internet, à la télé, ça passe rapidement et c'est accessible à des gens qui ne parlent pas le français, pas l'anglais, pas l'espagnol. Et ça a une certaine appellation universelle. Donc la portée d'une photographie qui est bien distribuée va beaucoup plus loin que la presse imprimée. Je ne sais pas exactement le tirage des journaux de la place ici, mais je dirais que ce sont quelques milliers. Une bonne photographie qui passe par les médias, la télévision, peut atteindre des millions de spectateurs. Alors, qu'est-ce que vous visez pour la République démocratique du Congo en organisant pour une première fois ces expositions? Pour une première fois, ce que moi je me propose, c'est qu'on va vous montrer le travail des photojournalistes qui ont été sélectionnés par ce jury de photojournalistes. Donc c'est vraiment quelque chose de professionnel. Moi, les Pays-Bas, le gouvernement, on n'est que l'institution qui a facilité le transport, le véhicule. Donc on n'a rien fait dans le contenu, on vous montre ce qui a été fait et j'espère que ça va entraîner une réponse des photojournalistes de ces pays. D'abord, qui voient que font leurs collègues, en plus, qui se rendent compte qu'ils sont bien vus. C'est une profession qui est très importante. Qui doit être reconnue et on veut créer aussi les possibilités pour les photojournalistes congolais. C'est facile, faites une photographie, envoyez-le même par voie électronique. Mais il y a un petit problème, il y a un sérieux problème de censure dans la presse, en Afrique particulièrement et en République démocratique du Congo. Et si on vous demandait à vous de faire quand même une lecture avec beaucoup de distance sur cet exercice de la liberté de la presse dans les pays africains où vous avez peut-être eu à travailler et particulièrement en RDC, que diriez-vous? Je crois que la censure sur les photographies est beaucoup plus difficile que sur un texte. C'est vraiment très difficile. Je vois mal comment on peut supprimer des photographies. Donc, je crois pas. Hein, donc, je crois pas. Et je crois que un bon photojournaliste, il sera capable de trouver l'image qui fait l'expression de ce qu'il veut dire, sans qu'il utilise des mots. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gens qui veulent faire la censure, ils ne font pas changer d'opinion ou d'avis facilement. Mais ça donne une autre forme d'expression aux journalistes qui va arriver dans beaucoup plus de têtes qu'un texte qu'on imprime dans un journal de la place. Est-ce que vous voulez indirectement créer dans la tête des médias congolais une autre manière de transmettre une information à travers la photo? Non, je ne crois pas que c'est mon devoir de faire une ingérence dans la presse. Je crois qu'on doit être très loin de ça. La presse, elle doit être libre. Je crois qu'un ambassadeur comme moi ou un politicien devrait se réserver un peu son opinion sur la qualité ou le contenu de la presse. Si on vous adresse dans la presse, vous avez le droit de réplique pour un certain temps. Si vous vous taisez, bon écoute, vous perdez la possibilité de donner une réponse. Mais si un journaliste écrit quelque chose ou fait une photographie de quelque chose et il la publie, bon, écoute, c'est son droit. C'est son droit, pas seulement, c'est même son devoir. Aujourd'hui, très peu des
des médias ou disons les politiciens, c'est d'ailleurs dans le monde, donnent difficilement la facilité aux journalistes pour travailler en toute liberté et c'est presque une pratique. Est-ce qu'au niveau des Pays-Bas c'est presque la même chose aussi? L'exercice de la liberté de la presse, et à quel niveau? Voilà, la liberté de la presse chez nous est absolue. Donc on peut faire ce qu'on veut en tant que journaliste. Mais les journalistes entre eux, ils ont dit, bon écoute, il faut faire en sorte qu'on maintienne une certaine qualité. Donc il y a du bon journalisme, il y a du mauvais journalisme. Mais la presse étant peut-être intouchable, on ne doit pas critiquer la presse. Donc moi je suis un ambassadeur. Si un journaliste m'attaque, je dis bon écoute c'est du mauvais journalisme. Ça ne va pas. En tout cas chez nous. Donc chez nous, les professionnels des médias, la télé, la presse imprimée, même les photojournalistes, ils sont tous membres d'une association professionnelle et ces associations professionnelles, ils ont formé, je ne vais pas dire un tribunal, mais un comité de gens où on peut porter plainte contre le travail d'un certain journaliste. Et ça sera donc jugé par les autres journalistes. Donc les professionnels des médias, ils vont mener une enquête et ils vont dire bon écoute ça a été fait à juste titre ou pas. Et après ça on adresse le journaliste, bon vous avez dit ça et ça et ça, moi je pense que c'était pas bien fait, j'ai pris l'opinion des experts, ils accordent mon opinion, ils disent que j'ai raison, donc écoute ne fais plus. Ou si un journaliste publie quelque chose qui est faux, et on a la preuve donc par exemple il dit c'était lundi et vous avez la photographie qui dit que c'était samedi, vous pouvez demander une correction. Donc c'est un travail d'homme, on fait des erreurs, donc on a des opinions aussi. On ne peut pas demander qu'une personne n'a pas son opinion privée, donc c'est un travail d'homme, on fait des erreurs et mon opinion sur une chose est probablement différente de l'opinion de beaucoup d'autres personnes. Ce n'est pas grave. Monsieur l'ambassadeur, on est en train de terminer notre interview avec d'abord cette dernière question du journal d'information judiciaire sur le climat des affaires. Le dernier rapport de Doing Business classe la République démocratique du Congo en très mauvaise position. Alors, un des axes d'ailleurs pour améliorer le climat des affaires, c'est la justice. C'est d'ailleurs ça les raisons de l'existence du journal d'information judiciaire. Alors, aujourd'hui, si on vous demandait de faire une lecture assez responsable du fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo, que diriez-vous en tant que diplomate? En tant que diplomate, bon, chez nous il y a une séparation des pouvoirs. Donc il y a la législative, il y a l'exécutive et il y a le judiciaire. Et ils sont séparés pour des bonnes raisons. Invention française, M. Montesquieu, et ça nous a servi pendant 3 siècles. Donc, on n'y touche pas. Donc, même si j'ai des opinions sur le judiciaire dans mon pays, je ne vais pas m'exprimer, je vais me retenir, parce que je ne veux pas toucher à ce principe que les pouvoirs sont séparés et ne doivent pas influencer les autres. La justice ici, je crois que les autorités congolaises reconnaissent qu'il y a beaucoup de choses à faire qui restent à être faites pour moderniser la justice congolaise. Il faut trouver les moyens de fonctionnement, de formation, toutes sortes de choses, l'accès à la justice. Monsieur l'ambassadeur, que devraient être selon vous les priorités pour que le gouvernement congolais puisse améliorer le climat des affaires? Bon, pour le climat des affaires, il reste beaucoup à faire.
Ça, c'est clair. Hein. Donc, il faut que un entrepreneur qui veut venir ici pour faire un investissement, il a besoin d'une situation qui le permet de prévoir le rendement qu'il va faire. Donc, il n'y a personne qui veut vraiment prendre son argent aux Pays-Bas et se rendre ici lorsqu'il ne sait pas en avance quelle sera un peu la rentabilité de son investissement. Donc il veut vraiment savoir, si je prépare la terre pour une récolte, est-ce que je vais garder cette terre préparée jusqu'après la récolte? C'est une question qui doit avoir une réponse positive. Donc il faut qu'il y ait un cadastre qui fonctionne ou qu'un titre foncier qui est fiable, qu'il n'y a pas il n'y a pas de doute que la parcelle qu'il a travaillée, c'est la parcelle qui a été accordée par l'État. Il faut savoir en avance quels seront les impôts. Donc il a besoin de la certitude de pouvoir prévoir vraiment quel sera son rendement. N'oubliez pas qu'un investisseur aux Pays-Bas, il a le choix de 200 pays. Donc pourquoi se rendrait-il au Congo? Parce que c'est un pays qui doit être plus attirant que les autres. Donc si vous voulez faire une culture tropicale, oui, là vous êtes vraiment bien placé.